Il y a 22 ans, le professeur Edmond Malinvaud faisait sa dernière leçon au Collège de France et il m'avait demandé de faire le séminaire correspondant. Et cette dernière leçon a traité des choix intertemporels, et notamment sur la base des résultats qu'il avait publiés dans Econometrica en 1953, et qui, s'ils avaient été mieux compris, auraient complètement changé le débat extrêmement malsain que les économistes ont eu pendant ces 22 ans sur le taux d'actualisation. Cela ne veut pas dire qu'il était totalement incompris. Marcel Boiteux a saisi et a repris les idées qui étaient dans cet article d'Econometrica et ça a changé sa vision sur l'utilisation d'actualisation pour les choix intertemporels. Roger Guenry, il y a quelques années, a fait un papier important qui traduisait les résultats de Malinvaud dans un monde où il faut distinguer le capital naturel et le capital artificiel. Et le papier le plus opérationnel qui a été écrit récemment là-dessus l'a été par Thomas. Par conséquent, je vois un pont entre ce séminaire d'il y a 22 ans et le séminaire d'aujourd'hui. Surtout alors que Edmond Malinvaud vient de mourir. Max Born a raison. Il y a une permanence de la méthode scientifique. Mais cette permanence nécessite réinterprétation. Et cette réinterprétation est nécessitée par l'irruption des sciences incertaines, comme la climatologie, l'océanographie, l'écologie, la médecine, bien différentes à cet égard de la mécanique de Newton. Et c'est à cette réinterprétation et ses applications, notamment au climat, c'est cela dont je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Je donnerai aussi un exemple dans les sciences de la vie avec les extrêmes difficultés de la régulation des perturbateurs endocriniens. Très bel exemple de lobbying d'une part et d'autre part de difficultés sur une base scientifique incertaine de prendre des décisions qui ont des adversaires déterminés et puissants. Car comme Thomas, je pense qu'il faut tenir compte de l'économie politique des acteurs autant que de la science et de l'économie qui fournit les bases théoriques sur lesquelles nous pouvons essayer de comprendre les phénomènes. En 1926, un jeune homme de 24 ans s'est retiré sur une île assez petite et assez battue par les vents, disons, pas terriblement attractive comme endroit touristique, de la mer Baltique, Heligoland. Et dans le mois qu'il a passé là-bas, il a synthétisé le produit de toutes les discussions qu'il avait eues à Copenhague avec le grand physicien Niels Bohr, au moment où la nécessité d'une mécanique alternative à celle de Newton se faisait sentir, parce qu'on ne pouvait plus rendre compte de tous les phénomènes qu'on avait découverts avec la mécanique de Newton. Ce jeune homme s'appelait Werner Heisenberg, et il est revenu de là avec la première formulation cohérente de la mécanique quantique. Et au cœur de cette formulation, il a placé, avec réticence, mais inévitablement parce qu'il ne pouvait pas faire autrement pour rendre compte des phénomènes, il a placé le principe d'incertitude. Que dit ce principe d'incertitude ? Fondamentalement, et d'un point de vue philosophique, c'est que la loi de la causalité newtonienne ne tient pas dans le monde de l'infiniment petit. Il en a été beaucoup question à la conférence Solvay de 1927 à Bruxelles, et il y a eu le fameux dialogue entre Werner Heisenberg, appuyé par Niels Bohr, et Einstein,
appuyé par le prince de Broglie. L'essence de ce dialogue, la voici. La loi de la causalité nous dit que si nous connaissons le présent, nous pouvons prédire le futur. Mais prenons garde, dans cette formulation, ce n'est pas la conséquence qui est fausse, c'est la prémisse, car par principe, le principe de Heisenberg, nous ne pouvons pas connaître tous les éléments qui caractérisent le présent. Nous ne pouvons pas connaître en même temps la position et la vitesse d'une particule. Einstein ne l'a jamais admis. Il n'a jamais admis que Dieu puisse jouer au dé. C'est exactement ce qu'il fait, Dieu, avec les particules de la mécanique quantique. Heisenberg n'était pas un physicien. Pardon, Heisenberg n'était pas un économiste. S'il l'avait été, il aurait peut-être lu le livre publié par Keynes en 1921, intitulé A Treatise on Probability. Et dans ce livre, Keynes fait d'une manière très claire la distinction entre le risque et l'incertitude. Le risque étant l'incertitude complètement structurée par des probabilités, des distributions complètes de probabilités objectives que la nature fournit, pas que l'observateur invente. Au sens de Keynes, Heisenberg aurait dû appeler son principe le principe de risque, ce qui évidemment est un peu contre-intuitif parce que nous courons des risques, nous faisons courir des risques par les particules. Et pourtant, c'est complètement probabilisé. Si vous bombardez une cible dans le grand anneau du CERN à Genève, avec par exemple un flux de neutrons, d'après le principe de Heisenberg, vous ne pouvez pas prédire ce qu'un neutron individuel va faire sur une particule individuelle dans la cible. En statistique, c'est parfaitement prévisible. Pourquoi? Parce que précisément la mécanique quantique dont Heisenberg a donné la première formulation, la mécanique quantique fournit des distributions complètes objectives de probabilité pour tout ce qui se passe dans le monde quantique. Et l'incertitude que vous avez au niveau individuel, vous la perdez au niveau des populations. Vous la perdez au niveau où la statistique est certaine. Mieux vaut comme ça. Le principe d'incertitude n'a jamais gêné l'emploi que vous faites des ordinateurs. Pourtant, tout est à la base d'électrons. En fait, tout est à la base de flux de milliards d'électrons pour lesquels la loi des grands nombres, calculée sur les données de la mécanique quantique, sont efficaces. Et de la même manière, si vous allez chez l'ophtalmologue et qu'il vous fait une opération avec un laser, vous allez recevoir un flux de photons. Chaque photon est parfaitement incertain au sens du principe de Heisenberg, mais le flux de photons est statistiquement, dans son comportement, suffisamment certain, et même parfaitement certain, pour que vous n'ayez pas de crainte à avoir de ce point de vue. La capacité de votre ophtalmologue est le point important dans l'affaire. Donc, risque, pas incertitude. La mécanique quantique est compliquée, ses applications sont extrêmement diversifiées et riches, mais c'est une complication qui, fondamentalement, si j'ose dire, est plus simple que la complication des sciences où vous avez une véritable incertitude, une incertitude non probabilisable objectivement. Et il y en a beaucoup. Et ce sont justement des sciences qui, maintenant, ont fait irruption dans tous ces milieux que ce soit l'atmosphère, que ce soit l'océan ou d'autres dont parlait Thomas. C'est l'océanographie, l'écologie, la climatologie et largement la science du corps. Donc le problème des médecins, qui est un problème d'incertitude autant que de risque. Disons que les deux sont mélangés là. Henri Pollack, qui est un scientifique de la Terre à l'université du Wisconsin, dans un petit livre extrêmement bien fait appelé Uncertain Science, Uncertain World, a bien fait comprendre
la distinction entre le risque et l'incertitude, entre les sciences pour lesquelles il y a causalité newtonienne, causalité au niveau des statistiques, et des sciences où il n'y a pas. Et probablement que la frontière importante n'est pas entre ce qui est incertain en général et ce qui est certain. La frontière importante, c'est entre ce qui est certain ou ce qui est modélisé, qui peut être modélisé avec des distributions complètes de probabilité objective. Et quand on entre dans le monde de la vraie incertitude, on entre dans un monde à la fois beaucoup plus difficile à connaître et à gérer, et aussi dans une science qui est plus manipulable. Et ce sont les deux aspects que je vais discuter. Comment quand même le gérer, ce monde, comment le connaître d'une manière rationnelle, et quelles sont toutes les portes qui sont ouvertes par l'incertitude elle-même aux manipulations. Comme l'explique bien Pollack, on sort du monde des théories qui, sur un champ, rendent compte de tout, pour passer dans un monde des modèles, chaque modèle étant une simplification. Et par conséquent, elle peut être menée, comme il l'explique, de manière différente par différents scientifiques, et cela même est une première source d'incertitude, sur laquelle, bien sûr, aucune distribution de probabilité n'existe. Dans un monde de véritable incertitude, comment rendre compte rationnellement des phénomènes, c'est l'aspect scientifique. Comment prendre des décisions en tenant compte de cette incertitude, en tenant compte en particulier comme un support d'information, incertaines certes, mais éventuellement très riches, et ce n'est pas parce qu'elles sont incertaines qu'il ne faut pas les utiliser. Plaçons-nous en 1986, quelque part dans une ferme du Pays de Galles. Une vache a un comportement bizarre. Les jambes tremblent, elle est très excitée, elle a des moments de dépression, et elle visiblement anticipe de moins en moins bien les obstacles qu'elle rencontre et ce qu'elle doit faire. Premier cas de l'encéphalopathie spongiforme bovine, dite maladie de la vache folle. Ce n'est pas resté isolé. De plus en plus de bovins dans les troupeaux d'abord gallois et ensuite anglais, jamais écossais, ont été atteints par cette maladie. On ne la connaissait pas. On se disait qu'elle s'apparentait peut-être à la tremblante du mouton, mais quand même c'était assez différent. Et puis on ne voyait pas comment il y aurait pu y avoir une contagion. Bref, incertitude profonde. Incertitude scientifique d'abord. Qu'est-ce que c'est? Et comment ça peut-il évoluer? Et, question fondamentale, est-ce qu'il y a une contagion possible pour l'homme? Réponse, qui a d'abord été la réponse du ministère anglais de la Santé et du ministère anglais de l'Agriculture. Contagion, jamais. Il y a une barrière des espèces. D'ailleurs, vous voyez bien, ça ne vient pas du mouton. Le ministre britannique de l'Agriculture a été à la télévision et il a fait manger à sa fille de 5 ans un steak de bon bovin anglais. Pas de danger, rien à craindre. On est protégé. La barrière des espèces. Exemple de fausses théories scientifiques. Et on a évidemment une certaine tendance à recourir à des fausses théories scientifiques quand on n'a pas sous la main des théories scientifiques valables. C'est vrai que la barrière des espèces joue un rôle. Par exemple, il y a des virus chez le porc, bien que nous mangions du porc, qui ne sont jamais entrés dans l'organisme humain. D'où d'ailleurs la grande crainte des xénogreffes. Parce qu'à ce moment-là, ça le ferait entrer. 91, 2 biologistes de l'université de Bristol inoculent
l'encéphalopathie à un chat. Et comme disait déjà Galilée, pour valider une théorie, il faut beaucoup d'expériences positives. Pour la valider, il en suffit d'une. C'était fait. Et le gouvernement britannique se retrouvait totalement sans base scientifique. Même pas une base incertaine, pas de base scientifique. Et la Commission européenne commençait sérieusement à s'inquiéter, évidemment, de savoir s'il fallait interdire les importations de bœuf britannique dans les autres pays de la communauté. Les Américains ne se sont pas inquiétés, ils ont immédiatement interdit. Les Japonais aussi. Pas de science. Et il y en avait une en formation. Il fallait aller à San Francisco, à l'Université de Californie à San Francisco, qui existe uniquement sous la forme d'une école de médecine, et aller voir dans le laboratoire d'un certain Stanley Prusiner, médecin et biochimiste. Il travaillait sur quelque chose qui ne rentrait pas dans l'orthodoxie médicale à l'époque. Il travaillait sur les mutations de protéines dans le corps de souris qui faisaient de ces protéines des agents infectieux. On n'avait jamais vu des protéines agents infectieux. En outre, ces protéines, ce sont des protéines qui ont comment dirais-je, qui ont des références. Elles s'appellent les prions. Et à l'hôpital de Columbia University, on a montré que les prions, pas mutés, les bons, sont le support de la mémoire longue dans notre cerveau. Et voilà que ces prions, qui jouent un rôle si essentiel pour nous, deviennent un ennemi mortel, parce que ça finit par la mort des souris. Alors, ce que Prusiner avait fait, il avait fait de la science expérimentale dans la meilleure tradition de Galilée sur ces souris, et il avait accumulé les observations, et il avait commencé à construire un modèle théorique. Il avait, en quelque sorte, parce que c'était compliqué, vous avez le prion dans le corps de la souris, vous avez un prion sain, pourquoi il mute, et puis quand il mute, pourquoi est-ce qu'il se met à migrer vers le cerveau, créant une maladie de dégénérescence du cerveau chez la souris. Certaines étapes, il avait pu les expliquer, leur en donner des morceaux de théorie en termes de biologie moléculaire. Il y en a d'autres qui restaient un peu mystérieuses. Il n'avait évidemment fait ces expériences que sur des souris, pas sur des hommes. Autrement dit, ce qu'il était en train de construire, c'était, selon les méthodes les plus rigoureuses de l'expérimentation et de la théorisation scientifique, tout à fait Galilée aurait approuvé, mais il avait des résultats expérimentaux partiels, il avait des résultats expérimentaux uniquement sur la souris, et d'autre part, il avait des explications convaincantes, mais seulement sur certaines étapes de la gestation et de la propagation de la maladie dans le corps et le cerveau de la souris. Une science qu'on est arrivé à appeler une science incertaine, fiable. Et ça a été le grand honneur du Premier ministre John Major de décider que sur cette base, clairement, la maladie de la vache folle pouvait infecter d'autres espèces, y compris l'espèce humaine, et qu'il fallait par conséquent interdire le bœuf britannique. Difficile décision pour un Premier ministre. C'est la première grande décision qui a été prise en reconnaissant qu'on le faisait sur une science qui avait été fabriquée selon tous les canons scientifiques, qui donnait de bonnes perspectives d'être une science valide, sur laquelle il fallait donc se fier, parce qu'il était plus grave de ne pas s'y fier dans cet état que de laisser les phénomènes se développer. Et effectivement, si on avait fait ça dans les années 50 pour l'amiante, on se serait épargné des dizaines de milliers de morts. Voilà donc un exemple dans les sciences de la nature et les sciences de la vie, un exemple d'une méthodologie face
à l'incertitude de la science et l'incertitude des phénomènes sur lesquels on doit travailler. Ça s'est développé. Les climatologues font ça en partie. On y reviendra tout à l'heure. Mais il y a aussi des décisions du politicien, ou de l'économiste, ou du financier. Là aussi, en quelque sorte, des progrès de méthodologie rationnelle vis-à-vis des problèmes de décision en incertitude ont été faits. Vous savez que pendant la guerre, à Princeton, deux scientifiques, le mathématicien von Neumann et l'économiste Morgenstern, ont écrit ce qui est devenu le fameux traité sur la théorie des jeux. Et ils ont centré une partie de leurs travaux et de leurs livres sur la décision en incertitude, ou plutôt la décision en situation de risque, dans un cadre de théorie des jeux. Et ils ont proposé la fameuse formule avec l'utilité dite de von Neumann-Morgenstern, où ils ont démontré que l'opérateur, face à une décision de ce genre, par exemple une décision de placement en bourse, avec des niveaux de revenus différents attendus, s'il est rationnel, se comporte comme s'il avait dans sa tête une petite machine, comme s'ils n'ont jamais dit qu'il le faisait effectivement, mais comme s'il avait dans sa tête une petite machine, qu'il calculait l'espérance mathématique d'une fonction d'utilité, la fonction de von Neumann-Morgenstern, sur tous les niveaux de revenus qu'on peut espérer, avec les probabilités correspondantes. Ceci est à la base de la finance moderne, pour le meilleur ou pour le pire, et de l'assurance. Les assureurs travaillent avec ça. Et ils estiment économétriquement des fonctions de von Neumann-Morgenstern. Eh bien justement, considérez un assureur, même la classe au-dessus d'un réassureur, comme par exemple la SCOR en France ou bien la Suisse de Ré à Zurich, qui est une des deux grosses avec la Munich. Et ils sont sollicités pour réassurer des contrats d'assurance sur les conséquences des ouragans en Floride. Bien, aussi longtemps que la Floride est un État qui ne se développe pas trop vite, et aussi longtemps qu'il n'y a pas de changement climatique, ça relève de von Neumann-Morgenstern, ou plus exactement, ça relève de l'assurance classique sur la base des séries statistiques dont disposent les assureurs ou réassureurs. Et on fait tourner ça après année, et sur cette base, on décide des contrats, des types de contrats que l'on offre à tel ou tel client. En l'occurrence, une compagnie d'assurance qui elle-même a des clients en dessous que l'on connaît. Mais il y a le changement climatique. Les ouragans deviennent capricieux. Plus violents peut-être. Et puis, il y a l'incurie, évidemment, de l'urbanisme dans l'État de la Floride. Ça se développe n'importe où, anarchiquement, dans des zones exposées aux plus grands dangers, et ça va très vite. Plus de séries statistiques. On se trouve maintenant non plus en risque, mais en incertitude. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce que nous avons expliqué, si j'ose dire. Je n'ai pas du tout contribué à cette théorie, alors que, par exemple, notre collègue de Paris 1, Jean-Marc Talon, a été un des grands contributeurs à la généralisation à l'incertitude de la méthodologie de von Neumann-Morgenstern pour le risque. Mais en tout cas, nous avons essayé d'expliquer ce que c'était, Nick Stern et moi, dans la Stern Review. On ne va pas le regarder en anglais, on va le regarder en français, ça sera plus facile. Je vais le commenter. C'est fondamental pour la décision en incertitude, et les entreprises, pas seulement les assurances ou les banques, et les entreprises à l'heure actuelle, de même d'ailleurs que les États, ont de plus en plus à faire face à de l'incertitude, car le risque devient de plus en plus mouvant. C'est une façon de le dire. Donc,
Voilà ce qui est écrit dans la Stern Review. Le décideur agit comme s'il suivait, alors ça c'est l'esprit de von Neumann Morgenstern, comme s'il suivait une procédure le conduisant à choisir l'action, alors c'est un peu plus compliqué maintenant évidemment puisqu'on est en incertitude, qui maximise une moyenne pondérée d'une vision pessimiste et d'une vision optimiste de ce qui peut arriver. Comment attribue-t-il à ces visions des probabilités qui ne sont évidemment pas objectives, qui ne sont que des probabilités subjectives, quelque chose qui l'aide en quelque sorte à structurer et à calculer? Eh bien, c'est en fonction évidemment de ses réactions vis-à-vis de l'incertitude. Il peut être relativement indifférent, il peut être au contraire hypersensible, et cela tient aussi au fait des conditions spécifiques sur le terrain. Si vraiment on est dans une zone où l'urbanisation, par exemple, en Floride, s'est développée dans des régions qui sont inévitablement sous les ouragans, on va avoir un poids plus élevé qu'on donnera à la version pessimiste de l'avenir à partir de laquelle on va faire son calcul. Et on a appelé le poids qu'on donne à la version pessimiste, on l'a appelé l'aversion pour le risque, l'aversion pour l'incertitude, pardon. Là aussi généralisant ce qu'avaient fait von Neumann et Morgenstern, qui parlent d'aversion pour le risque. Certains opérateurs en bourse ont plus d'aversion pour le risque que d'autres. Ici, on peut avoir plus ou moins d'aversion pour l'incertitude. Une compagnie de réassurance, par exemple, peut être plus osée davantage qu'une autre. Elle aura une aversion pour le risque moindre. Ce n'est pas dans l'étude, enfin dans la Stern Review que cela se trouve, c'est dans des articles qui ont été publiés ultérieurement par l'équipe du Graham Institute de Nick Stern à Londres. Ils ont montré à quel point ce paramètre d'aversion pour le risque pouvait peser dans la vision que les gens ont du changement climatique, et donc par conséquent peuvent peser dans la plus ou moins grande sévérité des politiques vis-à-vis du changement climatique. C'est apparu comme un facteur réellement important. Donc on peut faire des choses. On peut faire des choses quand on est le professeur Prusiner, qui a fini d'ailleurs très rapidement, en 1997 déjà, par le prix Nobel. Entre-temps, il avait complété sa théorie. On ne complète pas toujours les théories. On ne complétera jamais les théories climatiques. On ne sera jamais certain, quel que soit le travail que l'on fait, on ne sera jamais certain de tous les aspects des changements climatiques. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'était parfaitement hypocrite de la part qui ne s'en rendait pas compte, d'ailleurs, du président George Bush, de demander, avant de définir une politique climatique, d'avoir une sound science, c'est-à-dire une science à la Newton. Jamais. Voilà ce qu'on peut faire alors. Voilà ce qu'on peut faire. C'est un autre abord de l'incertitude. Frank Luntz est un génie de la politique électorale américaine. Il a été, en 2004, au moment de la réélection, de la campagne pour la réélection du président Bush, il a été le principal conseiller, non seulement du président, mais aussi des candidats à la Chambre et au Sénat, et en particulier pour tout ce qui touchait au climat. Que revient à dire ce qui est là? Nous, républicains, nous avons intérêt à ce que les gens croient qu'il n'y a pas de changement climatique. Par conséquent, il faut dénigrer au maximum la science qui établit qu'il y a un changement climatique. Et comme cette science est incertaine, une bonne façon de la dénigrer, c'est de rendre béante
les fissures de l'incertitude, artificiellement. Tu en as parlé tout à l'heure, consacrons-y 2 ou 3 minutes. Nous avons 3 collègues qui s'appellent Akerlof, Spence et Stiglitz, qui ont eu le prix Nobel au début des années 2000 pour avoir montré que le monde économique n'est pas du tout un monde d'information parfaite et que par conséquent les modèles de la théorie économique devraient bien s'adapter à cette réalité. Et ils ont eu le prix Nobel pour leurs travaux sur l'asymétrie d'information, qui n'a jamais été aussi bien présenté que dans un article de Akerlof. Akerlof est quelqu'un qui aime les petites histoires. Il aime les blagues, il aime les petites histoires, ça ne rate jamais dans un séminaire qu'il fait. Et là, sa petite histoire était particulièrement éclairante sur la nature des travaux que lui-même et ses 2 collègues avaient réalisés. C'est l'histoire des pêches et des citrons. Il ne faut pas s'y tromper. Une pêche, Akerlof est un Californien, une pêche en californien, c'est une bonne voiture d'occasion. Un citron, une mauvaise voiture d'occasion. Alors il y a des vendeurs de pêche, il y a des vendeurs de citrons, chacun sait s'il a une pêche ou un citron, mais les clients ne le savent pas. Asymétrie d'information. Qu'est-ce qui va en résulter? Il peut en résulter plusieurs choses. Que les clients trop méfiants se détournent du marché, plus de marché, effondrement. Que, au contraire, moins méfiants, quand on leur offre une voiture en leur disant que c'est une pêche, ils préfèrent croire que c'est une pêche et l'acheter. Et finalement, sur ce marché, quelle est la bonne position pour un vendeur? Ce n'est pas de vendre une pêche, c'est de vendre un citron en la faisant passer pour une pêche, à un prix qui est intermédiaire entre le prix efficace de la pêche et du citron. Ça, Luhns a compris, et pas que lui. Il a compris que vendre de la fausse science, en la faisant passer pour de la vraie, et de la fausse science adaptée aux intérêts de ceux pour qui il la vend, ça, c'est rentable. Et on a vu effectivement éclore aux États-Unis, et accessoirement un peu dans d'autres pays, de formidables marchés de citrons qui se faisaient passer pour des pêches. Tu as indiqué comment tout à l'heure. Et ce comment vient de ce qu'on appelle la formule du tabac. Parce que dans les années 50-60, les scientifiques, en particulier les grands instituts de recherche sur le cancer aux États-Unis, ont sorti les premières grandes études épidémiologiques sur les effets du tabac. Dans les années 50, début 60. Les grands fabricants de tabac n'ont pas tardé à réagir. American Tobacco, Benson & Hedges, etc. Et ils ont tout de suite vu, ce n'était pas très difficile, que ces études épidémiologiques avaient une partie plus ou moins importante d'incertitude, qui est toujours le cas d'ailleurs dans les études épidémiologiques, mais en particulier dans ces études pionnières sur un terrain sur lequel on ne les avait pas fait précédemment. Il y avait beaucoup de défauts, c'est vrai. Alors, ils ne sont pas intervenus directement. Ils ont créé une couche intermédiaire d'instituts pseudo-scientifiques, dont le rôle était de recruter des scientifiques prêts à faire des études montrant et éventuellement exagérant les faiblesses des études qui attaquaient le tabac. Et pour que l'illusion soit parfaite, ils ont donné à ces instituts, il y en a eu un en particulier qui était central, ils ont donné des noms très respectables, très attractifs. Le premier d'entre eux, qui est resté le plus célèbre, ils l'ont appelé l'Alexis de Tocqueville Institution. Alexis de Tocqueville est resté une icône aux États-Unis et l'invoquer est toujours quelque chose de positif.
Ça a suffisamment bien marché avec évidemment tous les recours juridiques qu'il est possible de faire aux États-Unis. Ça a suffisamment bien marché pour repousser de 30 ans les grosses amendes que finalement ils ont dû payer. Mais si vous repoussez 30 ans des amendes de plusieurs dizaines de milliards de dollars, c'est un bon profit. Et en attendant, bien entendu, comme les décisions d'interdiction ou de diminution ou de régulation n'étaient pas prises, c'est aussi un bon contingent de gens qui sont atteints par des maladies incurables. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule du tabac. Et la formule du tabac a été reprise pour le climat. C'est beaucoup plus tard, dans les années 90. Au fur et à mesure que la science du climat, le GIEC, les travaux du GIEC dont Thomas parlait, auxquels il a participé, montraient de manière de plus en plus convaincante pour ceux qui voulaient bien se laisser convaincre les dangers de continuer à alimenter un changement climatique qui commençait à être perçu comme un grave danger. Ben effectivement, Exxon, BP, Peabody, le plus gros charbonnier américain, General Motors, les grands producteurs d'électricité à partir de charbon aux États-Unis, ils sont inquiétés. Sans parler des Koch, évidemment, dont tu as longuement parlé tout à l'heure, et qui sont toujours dans l'histoire une espèce de diable qui fouette le zèle des autres. Et ils ont créé, sur le modèle du tabac, ils ont créé l'échelon intermédiaire des instituts. Alors là aussi, les noms sont attractifs. Je vous en donne simplement deux exemples. Greening of Society. C'est vrai. Un thème de cette Greening of Society, c'est que plus il y a de CO2, plus il y a de feuilles sur les arbres. Un autre s'appelle, précisément, la Sound Science Coalition. On ne croit rien qui n'est pas de la Sound Science. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait deux populations. Une population de scientifiques, généralement incompétents en climatologie, mais ayant éventuellement de belles médailles, comme par exemple ancien président de l'Académie des sciences des États-Unis, et d'autre part des intermédiaires, des gens qui savaient faire les intermédiaires avec les médias ou avec les milieux politiques, dont Luntz est un exemple, vous en avez d'autres. Pourquoi ces scientifiques? Est-ce que ça nous viendrait à l'idée, à nous, scientifiques, d'aller faire un métier pareil? Peut-être quand on devient vieux et qu'on veut garder les projecteurs sur soi, qu'on n'a plus son avenir scientifique devant soi. Peut-être quand madame a des gros besoins financiers. Ça arrive. Peut-être quand on a des convictions. Des convictions qui ne sont pas du tout de l'ordre scientifique, mais peuvent être de l'ordre politique. L'un d'eux, un de ces scientifiques, qui avait été un grand physicien de l'État solide, était un anticommuniste enragé. Et il reportait cet anticommunisme sur les écologues, les écologistes qui défendaient les politiques climatiques. Et il a eu cette formule qui a eu un succès énorme. Les écologistes, c'est comme les pastèques. C'est vert à l'extérieur, c'est rouge à l'intérieur. Il y en a aussi, ça c'est plutôt les proches du Tea Party, qui ont horreur de l'emprise de l'État sur les vies individuelles. Or, les politiques climatiques ne peuvent qu'augmenter, bien entendu, les responsabilités des autorités publiques. Donc, je nie ce qui peut conduire à un changement social que je n'aime pas. Des tas de motivations qui sont d'ailleurs très très bien analysées dans un livre qui a été traduit il n'y a pas très longtemps aux éditions du Pommier.
le livre de Naomi Oreskes. Alors, dans ces instituts, avec ces scientifiques et avec les spécialistes de médias, qu'est-ce qu'on fait? On les forme. On les forme à intervenir sur tous les médias, écrits ou oraux, télévisés. C'est rare que des scientifiques comme nous soient formés aux mêmes exercices. Le résultat, dans les confrontations sur les médias, c'est le désastre pour les vrais scientifiques. Les citrons l'emportent évidemment sur les pêches. C'est particulièrement vrai aux États-Unis à cause du premier amendement à la Constitution. Le premier amendement à la Constitution dit que toutes les opinions doivent être traitées de façon équitable. Et on a traité des résultats scientifiques comme des opinions. Ça, c'est la pire des perversions. Ça a très bien marché. De même que les gens du tabac ont repoussé de 30 ans le moment de payer et le moment de reconnaître, toute cette offensive a repoussé, semble-t-il, d'une dizaine d'années, la reprise de conscience qu'on constate à l'heure actuelle assez forte des Américains vis-à-vis du changement climatique. Il n'y a pas que le tabac, il n'y a pas que le changement climatique. Et je vais terminer sur un dernier exemple. J'avais commencé avec le professeur Prusiner sur un exemple de science incertaine qui a été reconnu comme fiable et qui a eu une action rapide sur les décisions par les politiques. Je vais terminer par un exemple de science certainement incertaine, mais quand même, pour l'essentiel, largement fiable dans ce qu'elle annonce de danger pour nos santé, et qui, jusqu'à présent, a été enterrée dans les effets qu'elle aurait dû avoir en matière de régulation, a été enterrée par les lobbies, aussi bien aux États-Unis, enfin, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Il s'agit des perturbateurs endocriniens, à propos desquels un remarquable livre vient de paraître en France, dont il a été rendu compte dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, sur la capitulation de la Commission européenne vis-à-vis des lobbies de la chimie. De quoi s'agit-il? Vous savez que les perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose, c'est pire que la vache folle. D'après ce que j'ai relevé, et après avoir vérifié, vous avez quelque chose comme à peu près 1000 produits de la chimie de synthèse en circulation qui sont des perturbateurs endocriniens. On les trouve dans les plastiques, les papiers traités, les conteneurs de produits alimentaires, les résines, les détergents, les pesticides, et ils atteignent le système endocrinien, notre système endocrinien, jusque dans les bébés, dans les ventres des femmes, et les bébés éventuellement vont développer soit des malformations assez rapidement identifiables à la naissance, soit des cancers éventuellement 30 ans plus tard, ou seront obèses pour des raisons qui n'auront rien à voir avec l'excès de bonbons. En 1998, le Parlement européen demande qu'un rapport scientifique soit fait, qu'une étude scientifique soit faite qui essaye de débroussailler un peu les dangers là-dedans. Il y en a peut-être qui sont plus dangereux que d'autres. Il y en a qu'il faudrait absolument interdire, d'autres il suffirait de les réguler. Il faut faire quelque chose de sérieux. Il a fallu 14 ans pour qu'en 2012, un rapport réponde à ces critères. Et le rapport dit deux choses essentiellement. Le danger est évident, car ces produits doivent être considérés, dit le rapport, comme des équivalents aux carcinogènes ou aux mutagènes. Ce sont des composés chimiques persistants, bioaccumulatifs, très toxiques. Persistants au-delà d'une génération. Mais en même temps, il dit une autre chose, très, très honnêtement. Les voies par lesquelles les dangers se concrétisent sont mal connues. On peut vous dire statistiquement que c'est dangereux,
Mais où sont les vrais coupables et comment les vrais coupables se manifestent-ils? Cela reste incertain. L'histoire de la vache folle nous a montré que ce n'est pas parce que c'est incertain qu'il ne faut pas faire quelque chose. Et en particulier, l'information même incertaine est une source d'information et qu'il ne faut surtout pas, comme le voulait le président Bush, l'ignorer. Donc, il ne faut pas faire autrement. La Commission se saisit de ce rapport et le confie au directorat de l'environnement, qui fait son boulot en 2012-2013 et qui s'efforce de traduire en principe de régulation l'analyse scientifique qui avait été faite dans le rapport. Le draft des propositions de la direction de l'environnement est suffisamment avancé pour que la chief scientist de la commission, la professeure Anne Glover, britannique de très grande réputation en biologie, convoque une réunion des diverses directions qui sont impliquées au sein de la commission pour porter un premier jugement sur le travail qui avait fait par la direction de l'environnement. Et c'est le 7 juin 2013, à 10 h. À 9 h, elle reçoit un email de Bayer au nom de l'ensemble de l'industrie chimique européenne, en particulier allemande. Et l'email indique que les conclusions du rapport sont particulièrement incertaines, mais ce qui est certain, c'est que si on prenait une décision sur la base de ce rapport, cela lèserait fortement les intérêts de l'industrie chimique européenne, qui est très importante pour la prospérité européenne. Depuis, tout est bloqué. Aux États-Unis, en un sens, bon, ça a été américain. Il y a eu un relent de gangstérisme dans l'histoire. Rien n'est fait aux États-Unis non plus. Ils n'ont même jamais envisagé de faire sérieusement quelque chose comme le Parlement européen l'avait envisagé. Enfin, on a quand même fait des études. Et en particulier, un autre grand de la chimie, et en fait de la chimie européenne, Syngenta, le Suisse, qui fournit l'atrazine. L'atrazine, c'est le pesticide le plus utilisé sur les champs de maïs américains. Il détruit un parasite qui est extrêmement destructeur pour les champs de maïs. Et on ne sait pas très bien pourquoi, mais parce qu'ils ont un budget de recherche, il fallait le dépenser. Ils ont confié à un professeur de Berkeley, spécialiste de la génétique des grenouilles. Les grenouilles sont souvent des témoins sensibles pour ce genre de choses. Ce n'est pas étonnant que ce soit sur les grenouilles qu'on travaille d'abord. Donc il a confié une étude pour voir ce que des grenouilles en milieu ayant diverses concentrations d'atrazine, comment les grenouilles réagissaient. Et bon, ils ont passé un contrat, de bonne foi en tout cas, oui, des deux côtés sans doute. Et puis les résultats ont été dévastateurs. Les grenouilles naissaient avec une patte, pas de sexe, enfin ce genre de choses complètement monstrueuses. Le contrat a été dénoncé rapidement, donc comme un accord. Dans ces conditions, le professeur n'avait pas envie de continuer à travailler, et évidemment, Syngenta ne voulait pas financer des résultats de ce genre. Mais le professeur a continué à travailler en tant que professeur au sein de l'université. Et un jour, il a rencontré la grande dame de la science des perturbateurs endocriniens aux États-Unis, celle qui, la première, avait montré que les pesticides dans les grands lacs avaient des conséquences fâcheuses sur la reproduction des poissons. Et cette grande dame lui a dit « Oh, Tyrone, keep looking over your shoulder. Be careful whom you let in your lab. You have got to protect yourself. » Elle avait raison. L'harassement dont a été victime dans la suite ce professeur, certaines formes étaient relativement gênantes
mais pas dangereuse. Il y avait toujours, quel que soit le séminaire qu'il fasse, ou qu'il le fasse aux États-Unis, dans quelques circonstances qu'il le fasse, il y avait toujours deux personnes, généralement bien habillées, qui le perturbaient. Certains aspects plus fâcheux, menaces sur la famille. Ou alors, l'ère de l'Internet caractérisée. Syngenta a acheté un domaine appelé, comment il s'appelle ce professeur encore? Je sais que c'est Tyrone, mais son nom de famille, Tyrone Haynes. Il a acheté le domaine Tyrone Haynes. Et chaque fois que vous tapiez Tyrone Haynes, par exemple parce que vous vouliez connaître ses derniers travaux, il sortait un portrait sinistre accompagné d'un certain nombre d'évaluations extrêmement défavorables sur la personne, caractère faible, ou sur le scientifique, travaux non fiables. Tout ça, on l'a su parce qu'à un moment donné, il y a eu un procès entre plusieurs États américains et Syngenta, et que dans ce procès, Syngenta a dû sortir tous les emails qui avaient été échangés au sein de l'entreprise pendant les 10 années précédentes. Il y avait des réunions, a-t-on vu, où on réfléchissait aux mesures suivantes qu'il fallait faire pour harasser ce scientifique, et d'ailleurs d'autres scientifiques qui auraient pu représenter un danger. Bon, ça, c'est une version folklore américaine, mais fondamentalement, il faut faire apparaître les citrons comme bons et les pêches comme pourris. C'est comme ça comment il faut réagir vis-à-vis de l'incertitude. C'est évidemment pas notre type de réaction, mais les lobbies sont les lobbies. Et l'industrie chimique, par exemple, c'est puissant, exactement comme celle que tu mentionnais. Et on retrouve d'ailleurs toujours les coches derrière ce genre d'histoire. Merci.